Le matin de la fête du village de Willowbrook s'est levé avec une clarté particulière. Une légère brume s'accrochait aux haies, diffusant la lumière du soleil en une douce lueur, tandis que les oiseaux chantaient joyeusement, comme s'ils anticipaient l'agitation qui allait bientôt envahir la place du village. Depuis son petit salon, Miss Jane Marple observait la scène avec sa satisfaction habituelle, un panier à tricot posé sur ses genoux. L'odeur du pain frais de la boulangerie flottait par la fenêtre ouverte, se mêlant au parfum subtil des rosiers fraîchement plantés par Madame Pettigrew dans le jardin en contrebas. Willowbrook, malgré sa proximité avec le bourg animé de Marlingford, avait conservé le charme d'un village préservé de l'agitation. Ses cottages étaient soigneusement bordés de rosiers grimpants, et le clocher en pierre de l'église se dressait résolument au-dessus de la canopée d'ormes et de chênes. Aujourd'hui, cependant, le rythme paisible de la vie villageoise semblait sur le point d'être interrompu. Le regard perçant de Miss Marple sous son modeste bonnet suivait les allées et venues dans le chemin. Une charrette de la boulangerie venait de passer en grondant, le conducteur saluant joyeusement Madame Jenkins qui s'affairait avec les rubans du mas de mai. De l'autre côté de la place, un groupe d'enfants s'agitait sous le regard attentif de Madame Albright, la directrice de l'école du village, qui semblait peu habituée à un tel désordre désinvolte. Même de sa chaise, Miss Marple discernait les subtiles hiérarchies et tensions entre les villageois, ceux qui s'attardaient pour bavarder, ceux qui rôdaient aux abords, et ceux qui semblaient, inexplicablement, porter un lourd fardeau de malaise malgré l'occasion festive. Ce n'était pas que Miss Marple soupçonnait un quelconque danger, certainement pas par une matinée de doux soleil et de bavardage anticipation, mais elle avait appris depuis longtemps que les apparences pouvaient être trompeuses. Il suffisait d'observer et d'écouter. En milieu de matinée, la fête battait son plein. Les tables croulaient sous le poids des gâteaux faits maison, des confitures et de l'inévitable bric-à-brac, tandis que le murmure des conversations polies emplissait l'air. Le fils de Madame Pettigrew, Gerald, démontrait fièrement son habileté au lancer de palets, et un petit groupe de villageois s'était rassemblé pour les observer. À l'orée du pré, le vicaire, un homme doux à l'air perpétuellement inquiet, s'occupait des préparatifs de la cérémonie d'inauguration. Miss Marple descendit se joindre à l'agitation, d'un air à la fois discret et posé. Elle salua ses connaissances, échangea des plaisanteries et naturellement accepta une tasse de thé de Madame Hollingsworth, qui préparait toujours un thé trop fort et un sucre bien trop généreux. Miss Marple n'y prêta pas attention. Le thé, comme le caractère humain, s'évalue subtilement, et elle trouva sa douceur plutôt réconfortante face à la tension sous-jacente qu'elle ne parvenait pas à cerner. C'est lors de la coupure du ruban, alors que les mains du vicaire tremblaient légèrement en attrapant les ciseaux, que la première fissure apparut dans la sérénité du jour. Un cri aigu retentit en direction de la salle des fêtes, faisant taire les bavardages et provoquant l'envol soudain des oiseaux. Miss Marple, aiguilles à tricoter toujours à la main, sentit ce picotement familier d'attention lui parcourir l'échine. La foule se tourna vers le hall, où Madame Fairchild, la concierge, se tordait les mains. Son visage était blême. « C'est Monsieur Leary, balbutia-t-elle. Il est allongé par terre. » Les murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Que s'est-il passé? Est-il malade? Il s'est évanoui sûrement. Mais Miss Marple observait. Elle remarqua la raideur particulière de la posture de M. Leary, l'angle anormal de sa tête, et, plus révélateur encore, la tache sombre et discrète qui s'étendait sur le devant de sa veste. Son esprit, entraîné depuis des décennies à l'observation silencieuse, catalogua immédiatement ces signes. Ce n'était pas l'évanouissement qui l'avait abattu. Lorsque le gendarme local arriva, appelé en toute hâte, la petite foule était devenue agitée et méfiante. Les villageois spéculaient bruyamment. Leur voix exprimait une excitation anxieuse que Miss Marple connaissait depuis longtemps, après des incidents similaires à St. Mary Mead et ailleurs.
Monsieur Leary, elle le savait d'instinct, avait été assassiné. Pourtant, même au milieu du chaos, elle gardait son sang-froid. C'était ce qu'elle faisait de mieux, apparaître comme une simple voisine inquiète tout en absorbant discrètement les détails que les autres oubliaient. L'agent, un jeune homme nouveau à Willowbrook et visiblement mal à l'aise, commença à recueillir les dépositions, mais l'attention de mademoiselle Marple était ailleurs. Elle remarqua les légères traces de boue sur le sol près de la porte, la légère trace de rouge à lèvres sur une serviette négligemment laissée sur la table de l'entrée, et la disposition particulière des chaises, dont l'une avait été déplacée comme par une lutte précipitée. Chaque observation fut consignée en silence, conservée pour une réflexion ultérieure. Plus tard dans l'après-midi, alors que le soleil montait et que le village bourdonnait de spéculations, Miss Marple retourna dans son salon, où son tricot était abandonné. Elle se servit une tasse de thé et s'assit tranquillement, réfléchissant. Les villageois pouvaient si facilement se laisser tromper par les apparences, et pourtant, la vérité, telle une maille rebelle sur un vêtement, se révélait toujours pour peu qu'on ait la patience d'y regarder de plus près. Et Miss Marple avait une patience à toute épreuve. Elle sirota son thé et laissa son esprit vagabonder à travers le tissu de relations, de rivalités et de secrets que Willowbrook recelait. Quelque part parmi eux, cachés sous des sourires et des conversations polies, se trouvait la réponse, et elle avait l'intention de le trouver. Dans l'après-midi, Willowbrook était un village transformé. Là où autrefois la verdure bourdonnait de bavardages joyeux, la tension s'infiltrait désormais dans les rues, telle une brise persistante. Les mères serraient leurs enfants contre elles, les commerçants se penchaient d'un air conspirateur au-dessus de leur comptoir, et l'air semblait plus lourd, chargé d'incertitude. Miss Marple, revenue de la fête avec un calme serein qui contrastait fortement avec l'agitation générale, était assise dans son salon, une tasse de thé fumante à la main. Le petit feu crépitait dans l'âtre, mais la chaleur ne parvenait guère à apaiser le malaise qui régnait dans le village. Elle posa sa tasse et jeta un coup d'œil par la fenêtre, remarquant les groupes de villageois regroupés le long des ruelles. Les théories murmurées circulaient de plus vite que la tournée du facteur. « Vous avez entendu ? C'est terrible !» disait madame Hollingsworth à madame Pettigrew, la voix tremblante d'excitation. « Pauvre monsieur Leary, allongé là comme ça, et tout ça pendant la fête. »« C'est choquant, bien sûr, » répondit madame Pettigrew d'un ton pincé, « mais j'espère que la police a trouvé le coupable. Il a toujours semblé être un homme plutôt irritable. » Miss Marple écoutait avec un intérêt discret. L'attention des villageois portée au tempérament de M. Leary en révélait bien plus qu'ils ne le pensaient. Dans leur ragot, ils dévoilaient sans le vouloir des rancunes, des rivalités et des ressentiments latents que Miss Marple avait appris à déchiffrer comme un motif familier sur un patchwork. En fin d'après-midi, le gendarme avait mené l'enquête préliminaire. Il retourna au parc avec un air de triomphe, confiant que l'enquête se déroulait de manière satisfaisante. Pourtant, Miss Marple remarqua des signes qui suggéraient le contraire. Un pli d'inquiétude sur son front, l'hésitation dans ses explications et un coup d'œil occasionnel vers le hall, comme s'il doutait d'avoir rassemblé tous les éléments nécessaires. « Il prétend que c'était un accident », chuchota madame Albright à sa voisine en claquant la langue. « Mais j'ai des doutes. Monsieur Leary avait beaucoup d'ennemis, et on ne sait jamais ce qu'un homme peut faire dans un moment de colère. » Miss Marple sourit faiblement. Les accusations, elle le savait, étaient souvent plus révélatrices que les aveux. Les villageois croyaient que la colère ou la jalousie se manifestaient toujours ouvertement. Mais elle avait depuis longtemps observé que les individus les plus discrets cachèrent souvent les passions les plus profondes. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée du jeune Gerald Pettigrew, qui fit irruption dans son salon avec une urgence incontrôlable. « Mademoiselle Marple, vous avez vu ce qui est arrivé à M. Leary? C'est horrible. Le pasteur a dit que c'était peut-être un empoisonnement. » Miss Marple haussa un sourcil. « Un empoisonnement, Gérald? Intéressant. Et qu'est-ce qui vous fait penser ça? » « Eh bien, la police, ils vérifient tout, balbutia-t-il,
les yeux écarquillés par l'excitation et la peur. « Mais c'est épouvantable, non ?» Miss Marple hocha la tête, le regard perdu dans le vide. « C'est vraiment épouvantable. Mais la terreur est souvent la partie la plus facile à percevoir. Ce qui compte, c'est pourquoi c'est arrivé et qui a eu les moyens de le faire. » Gérald la fixa, hésitant entre admirer son calme ou le craindre. « Tu crois savoir qui a fait ça ? » « Je crois savoir que certains d'entre nous ne sont pas ce qu'ils paraissent, » répondit-elle doucement, « et c'est toujours le début. » Alors que le crépuscule tombait sur Willowbrook, Miss Marple flânait tranquillement dans les ruelles du village, saluant les visages familiers, mais écoutant plus qu'elle ne parlait. Elle observait les subtils échanges de regards entre voisins, l'évitement prudent de certaines rues, l'ordre nerveux des vitrines, comme pour suggérer que l'ordre n'avait pas été perturbé. Chaque détail était un fil conducteur qu'elle rassemblait, qu'elle tissait avec le temps. À son retour, le village était plongé dans un silence gêné. Les rires et les acclamations de la fête avaient laissé place à des conjectures murmurées, des mouvements prudents, et le tintement occasionnel d'une tasse de thé dans une maison où les conversations tournaient désormais autour de la suspicion plutôt que de la célébration. Miss Marple s'installa dans son fauteuil et reprit son tricot, se laissant remémorer les événements de la journée. M. Leary avait été universellement détesté, à des degrés divers, pour son acerbité, son ingérence, son sentiment de supériorité. Mais laquelle de ces rancunes avait dégénéré jusqu'au meurtre? Et pourquoi lors de la fête, devant tant de témoins? Les questions étaient délicates, comme toujours à Willowbrook. Mais Miss Marple avait appris depuis longtemps que la nature humaine, sous ses formes les plus douces et apparemment les plus inoffensives, pouvait dissimuler à la fois cruauté et ruse, et elle était déterminée à tout dévoiler, point par point, comme on complète un patchwork soigné. Dehors, le soir s'installait doucement sur le village, et les premières étoiles apparaissaient au-dessus des paisibles chaumières. Mais dans l'esprit vif de Miss Marple, les tensions cachées du village commençaient à s'aligner telles des constellations, laissant entrevoir des secrets loin d'être ordinaires. Elle sirotait son thé, satisfaite de savoir que l'observation, la patience et la compréhension de la nature humaine révéleraient, comme toujours, la vérité. Et Willowbrook, malgré son calme extérieur, avait déjà commencé à révéler les motifs plus sombres cachés sous ces rues familières. Le lendemain de la fête, l'aube était fraîche et lumineuse, même si l'air était légèrement glacial, comme s'il persistait après le choc de la veille. Willowbrook n'était pas un village habitué à la criminalité, et les événements de la veille avaient laissé un sillage de malaise qu'aucun rayon de soleil ne pouvait dissiper. Miss Marple se leva à son heure habituelle, parcourut sa petite maison bien rangée avec un calme délibéré et s'attela à sa routine matinale. La bouilloire ronronnait, les toasts doraient uniformément sur la grille, et les effluves familiers du thé et du pain frais emplissaient les petites pièces. Pourtant, malgré le confort de la routine domestique, son esprit était déjà occupé, passant au crible les détails de la mort de M. Leary. Elle avait visité la salle des fêtes brièvement avant le petit déjeuner, sous couvert de curiosité et d'inquiétude polie. L'agent était toujours là, cataloguant avec diligence les pièces à conviction avec un sérieux dû davantage à l'inexpérience qu'à l'habileté. Miss Marple observait en silence, notant les détails qui échapperaient à un œil moins averti. Les légères éraflures près de la porte, la façon dont une chaise avait été légèrement tournée, comme si quelqu'un l'avait laissée à la hâte, et la petite tache de farine presque imperceptible sur le bord d'un comptoir. Une farine qui ne faisait pas partie des dispositions habituelles pour les rafraîchissements de la fête. C'est dans ces petits détails que la vérité se révélait souvent. De retour chez elle, Miss Marple s'assit près de sa fenêtre, tricotant, laissant le village se dévoiler par la simple observation. Elle remarqua M. Thompson, l'épicier, traverser la place d'un air inquiet, parlant à voix basse à Mme Albright, tandis que le vicaire s'attardait près des marches de l'église, consultant Mme Fairchild d'un ton à la fois hésitant et furtif.
Même les enfants, habituellement indifférents aux préoccupations des adultes, jetaient un regard furtif vers le hall comme s'ils sentaient le malaise qui enveloppait leurs parents. En fin de matinée, la nouvelle de l'enquête policière s'était répandue, et avec elle, les spéculations proliféraient comme des mauvaises herbes dans un jardin. Les villageois élaborèrent rapidement des théories, souvent totalement invraisemblables, mais répétées avec empressement, comme si la répétition leur donnait du crédit. « Ça devait être Gerald Pettigrew », déclara l'une des plus jeunes mères. Il était tellement en colère contre M. Leary à propos de la décoration du mât de mai hier. Tout le monde l'a vu se disputer. « Oh, quelle absurdité !» rétorqua un autre. « C'était clairement la faute du vicaire. Il avait les clés de la salle et était le plus proche des rafraîchissements. Comment quelqu'un d'autre aurait-il pu faire ça ?» Miss Marple, écoutant depuis sa fenêtre, s'autorisa un léger sourire. Les villageois, dans leur empressement à désigner les coupables, négligeaient souvent les subtilités des motivations et des opportunités. Ils s'intéressaient aux conflits bruyants et visibles plutôt qu'à ceux qui couvaient discrètement. Son attention fut bientôt attirée par l'arrivée de l'inspecteur Davis de Marlingford, un homme d'âge mûr aux manières plutôt brusques. Appelé pour prêter main forte au policier local, il semblait déterminé à trouver une solution rapide. En milieu de matinée, il avait identifié une suspecte probable, une jeune femme nommée Clara Benson, aperçue près des rafraîchissements pendant la fête. Elle en avait certainement l'occasion, annonça l'inspecteur aux villageois rassemblés dans la salle, d'une voix pleine d'autorité. Et sa présence sur les lieux, combinée à ses désaccords notoires avec M. Leary concernant la disposition des tables, fait d'elle notre principale suspecte. Des exclamations de surprise parcoururent le hall. Clara, une silhouette timide et réservée aux yeux écarquillés et effrayés, secoua la tête en signe de protestation. « Je n'ai rien fait. Je rangeais juste les serviettes, et je m'assurais que le thé soit prêt. » Miss Marple observait la scène d'un regard fixe. Rien dans l'attitude de Clara ne laissait présager de la culpabilité. Son agitation semblait naturelle pour quelqu'un accusé d'un acte terrible qu'elle n'avait pas commis. Pourtant, ce n'était pas Clara qui inquiétait le plus Miss Marple. Son esprit était occupé par des indices plus discrets et discrets. La farine sur le comptoir, la fine trace de rouge à lèvres sur le bord d'un verre, la façon dont les éraflures menaient à une porte latérale plutôt qu'à l'entrée principale. Ces détails étaient invisibles pour l'inspecteur, ignorés par l'agent de police et totalement ignorés par les villageois bavards. Et pourtant il laissait entrevoir une séquence d'événements différente de celle que les autorités s'empressaient d'accepter. Dans l'après-midi, Clara fut placée en détention provisoire, et le village sembla pousser un soupir collectif, soulagé d'avoir un coupable, aussi incertain fût-il. Miss Marple, cependant, restait sceptique. Elle se servit une tasse de thé, reprit son tricot, et laissa son esprit vagabonder entre les différentes possibilités. Elle pensa au caractère de M. Leary, son irritabilité, son orgueil, les subtiles manipulations qu'il employait souvent pour garder le contrôle des affaires du village. Et elle songea à la nature humaine de Willowbrook, avec ses ambitions discrètes, ses jalousies et ses peurs. Quelque part dans ces fils entrelacés se trouvait la vérité, attendant patiemment son attention, et Miss Marple, comme toujours, le payerait. Le soir, alors que le village redevenait silencieux, elle s'engagea dans les ruelles sinueuses en direction de la salle. Elle n'avait guère envie d'interroger Clara directement. Elle comptait plutôt inspecter la scène elle-même, avec la patience et la précision qui avaient souvent révélé l'invisible. Les légères traces de farine, la chaise égarée, les sentiers inaperçus, tels étaient les fils conducteurs qui finiraient par percer le mystère. Et dans l'ombre de Willowbrook, Miss Marple le savait, la véritable histoire commençait déjà à se révéler. Le lendemain matin, Willowbrook se réveilla sous le poids d'une activité morne. Les magasins ouvraient plus tard que d'habitude, et les bavardages dans les rues étaient ponctués de regards nerveux vers la salle des fêtes. L'arrestation temporaire de Clara Benson n'avait guère apaisé le village.
Les spéculations prenaient désormais une tournure plus vive et plus aiguë. Miss Marple, cependant, arpentait les rues avec son observation silencieuse habituelle. Elle remarquait les gestes qui trahissaient les véritables sentiments des villageois. Monsieur Thompson, l'épicier, refusait de la regarder dans les yeux. Madame Albright aménageait son jardin avec une précision excessive. Même le vicaire, d'habitude si calme, semblait épuisé en consultant le secrétaire de la paroisse. Chaque mouvement était un indice, chaque regard un sous-entendu. En milieu de matinée, Miss Marple avait organisé une série de visites informelles chez divers voisins, toujours sous prétexte de se soucier poliment du défunt. Chaque visite lui fournissait des bribes de conversation et des aperçus d'affaires privées, qu'elle rassemblait tranquillement dans sa tête. Madame Pettigrew, par exemple, tout en discutant des préparatifs de la fête, ne put s'empêcher de mentionner en passant que M. Leary avait récemment contesté la gestion du mois de mai par son fils Gerald. Sa voix était prudente, mesurée, mais mademoiselle Marple y décelait une subtile pointe d'irritation, celle qui laissait entrevoir des ressentiments anciens que le village avait oubliés ou négligés. Plus tard, elle rendit visite à madame Fairchild, la concierge de la salle des fêtes, soi-disant pour lui présenter ses condoléances. « C'est un choc terrible, » murmura madame Fairchild en se tordant les mains. « Et pourtant, je dois dire, j'ai toujours trouvé M. Leary plutôt indiscret. Je me demande combien de temps il faudra avant que quelqu'un d'autre ne craque sous sa langue acérée. » Les yeux de Miss Marple pétillèrent faiblement. Le voilà de nouveau. L'accumulation silencieuse de griefs, souvent dissimulés sous un vernis de civilité. Elle avait déjà vu cela à maintes reprises, à St. Mary Mead comme dans d'autres villages. La nature humaine, lorsqu'elle est mise à rude épreuve, révèle ses limites dans les moindres détails. Dans l'après-midi, Miss Marple rendit visite au vicaire, un homme à la fois nerveux et bien intentionné, qui parla avec prudence des derniers échanges de M. Leary avec plusieurs villageois. Parmi les plus révélateurs figurait la dispute concernant l'utilisation de la salle des fêtes. Une dispute apparemment anodine à propos de dates et de décorations, mais qui, d'après Miss Marple, pouvait engendrer un ressentiment plus profond. Les adultes n'étaient pas les seuls à garder des secrets. Les enfants aussi faisaient des observations que les adultes ignoraient. Miss Marple remarqua comment le jeune Gerald Pettigrew s'était attardé de façon inhabituelle près de la porte latérale de la salle pendant la fête, bien que sa mère ait insisté sur le fait qu'il avait simplement « récupéré des serviettes ». Ces détails mineurs, insignifiants pour la plupart, dissimulaient souvent des vérités qui attendaient d'être découvertes. Le soir venu, Miss Marple rentra chez elle et passa en revue son catalogue mental de motivations, d'opportunités et de petites incohérences. L'histoire commençait à prendre forme. Une tapisserie tissée de rivalités, de malentendus et de tensions inexprimées. La mort de M. Leary, réalisa-t-elle, ne pouvait être un acte fortuit. L'agencement minutieux de son environnement suggérait une réflexion, peut-être même l'intervention d'une personne familière avec l'agencement de la salle et les habitudes du village. Et puis, il y avait les secrets personnels subtils, ceux qui ne se révélaient pas facilement dans une conversation polie, les remarques discrètes mais pointues sur les héritages, les disputes chuchotées sur les dettes impayées, les mentions discrètes d'une querelle particulièrement vive entre M. Leary et Mme Hollingsworth au sujet de sa licence de salon de thé. Tandis que Miss Marple était assise sur sa chaise, tricotant des mailles à moitié oubliées, elle laissa son esprit retracer les liens entre ces fragments. Elle imaginait la nature humaine comme un schéma, la façon dont l'ambition, l'envie et la peur se croisaient de manière prévisible. Quelque part à Willowbrook, quelqu'un avait été poussé à agir, quelqu'un dont la civilité apparente masquait une turbulence intérieure. Le léger craquement du plancher lui rappelait la porte latérale du couloir, l'angle d'une chaise, la trace de farine. Chaque indice était insignifiant pris isolément, mais puissant combiné. L'esprit de Miss Marple traçait le réseau des relations avec délicatesse, sondant chaque fil jusqu'à ce que sa tension devienne apparente. À la tombée de la nuit, elle se servit une tasse de thé et s'assit près du feu, satisfaite.
Willowbrook avait révélé suffisamment de choses pour suggérer les grandes lignes d'une histoire, et elle, comme toujours, la mènerait à bien. Alors que le village dormait sous une couverture de suspicion silencieuse, l'esprit de Miss Marple était éveillé, cataloguant les détails, retraçant les motivations et écoutant les murmures de vérité que le monde préférait ignorer. Et elle savait, avec une certitude tranquille, que ce n'était qu'une question de temps avant que ces murmures ne mènent au cœur du mystère. Le lendemain matin, Willowbrook ressentit une tension inhabituelle, plus vive et plus persistante que le malaise des jours précédents. Les villageois avançaient dans les rues d'un pas hésitant, jetant un rapide coup d'œil vers la salle des fêtes, où Clara Benson était provisoirement détenue. Le soleil du début de l'automne, brillant quoique pâle, semblait incapable de dissiper l'ombre qui s'était installée sur le village. Miss Marple, toujours attentive aux nuances, remarqua immédiatement les légers mais révélateurs changements de comportement. Madame Pettigrew, habituellement posée et précise, gardait maintenant les yeux baissés et les mains occupées à réarranger sans cesse ses pots de jardin. Monsieur Thompson s'attardait près de la porte de sa boutique, comme s'il craignait d'entrer ou de sortir, et même le vicaire semblait plus hésitant que d'habitude lors de sa tournée matinale. Mais ce ne furent là pas les villageois eux-mêmes qui attirèrent d'abord l'attention de Miss Marple. Ce furent les lettres, les notes et les visites soudaines surgies de nulle part, suggérant un léger frémissement de trouble sous-jacent. L'un de ces frémissements prit la forme d'un mot glissé sous la porte du presbytère, que le vicaire, légèrement tremblant, remit à Miss Marple avec ces mots. « Je pense que vous devriez voir ceci avant tout le monde. » La note était brève, écrite d'une écriture hésitante. « Regardez dans le hall. Les apparences sont trompeuses. » Miss Marple le plia soigneusement, remarquant le choix singulier des mots. Quelqu'un essayait d'attirer son attention, et elle avait appris depuis longtemps que les conseils énigmatiques menaient souvent droit à la vérité. Cet après-midi-là, elle se rendit à la salle des fêtes, soi-disant pour inspecter une fois de plus les lieux. La salle semblait inchangée à première vue, mais l'œil exercé de Miss Marple détecta immédiatement des anomalies invisibles à l'observateur non averti. Une chaise, jusque-là légèrement déplacée, avait maintenant été déplacée, comme si quelqu'un avait rebroussé chemin dans une recherche précipitée. Une légère trace de farine, qui hier avait semblé fortuite, suggérait maintenant une activité récente, et non le chaos de la fête. C'est alors qu'elle le remarqua. Une petite éraflure presque imperceptible sur le bord de la porte latérale, à peine perceptible à moins de la regarder directement. Miss Marple commença à explorer les possibilités. Les raflures, la tache, les meubles déplacés, tout cela suggérait que quelqu'un entrait ou sortait précipitamment, évitant soigneusement d'être observé. Quelqu'un qui connaissait le couloir par cœur. Au moment où elle se penchait pour examiner les raflures, de plus près, le vicaire arriva, pâle et inquiet. « Mademoiselle Marple, balbutia-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Je crains qu'il n'y ait eu un autre incident. » Il la conduisit dans une arrière-salle où une fenêtre avait été légèrement forcée et où une petite boîte contenant des documents paroissiaux gisait renversée sur le sol. Rien n'avait été volé, mais l'implication était claire. Quelqu'un cherchait des informations. Et le moment ne pouvait être une coïncidence. Les pensées de Miss Marple s'emballèrent. L'attention portée aux documents suggérait un mobile allant au-delà du ressentiment personnel. Peut-être l'argent, les biens ou l'influence au sein du village avaient-ils attiré l'attention du coupable. Et si tel était le cas, l'arrestation de Clara Benson était presque certainement une diversion opportune. Elle observa la scène en silence, notant la direction de l'ouverture de la fenêtre, les légères empreintes de chaussures dans la poussière près du rebord, et le déplacement subtil des papiers sur le bureau. Chaque observation dressait un tableau de plus en plus différent de celui que l'inspecteur Davis et l'agent avaient adopté. De retour chez elle ce soir-là, Miss Marple réfléchit à la situation.
elle réalisa que le village était habité par des courants d'ambition, de secret et de rivalité plus profonds que pendant la fête. Quelqu'un avait délibérément manipulé la scène. Il avait dissimulé des preuves, déplacé des objets, créé de fausses impressions, et ce quelqu'un était toujours en liberté. Alors que le crépuscule s'épaississait, elle s'assit près du feu, tricotant à son rythme habituel, mais son esprit travaillait vite. Elle passa en revue les motifs, les petites disputes, la farine oubliée, la tache de rouge à lèvres, le grattement de la porte latérale, la recherche de documents. Chaque détail apparemment insignifiant apparaissait désormais comme un élément d'un projet plus vaste, une toile d'intention s'étendant discrètement sous le vernis poli de Willowbrook. Et Miss Marple savait, avec cette certitude tranquille née d'années d'observation de la nature humaine, que le véritable coupable n'était pas un malfaiteur ordinaire. C'était quelqu'un de patient, de rusé et de prudent, quelqu'un qui comprenait les rythmes du village et les habitudes de ses habitants. Demain, pensa-t-elle, elle commencerait à démêler cette toile. Pour l'instant, elle sirotait son thé et écoutait le léger bruissement des feuilles devant sa fenêtre. Willowbrook paraissait à nouveau paisible, mais Miss Marple comprenait qu'il fallait rarement se fier aux apparences. Quelque part dans le village, le meurtrier avançait avec une prudence délibérée, ignorant que le regard attentif de Miss Marple se rapprochait déjà. Et l'étape suivante, décida-t-elle, serait de faire ressortir la vérité, soigneusement, discrètement, sans alerter la mauvaise personne de ses intentions. Le lendemain matin, Willowbrook se réveilla avec une certaine appréhension. Les événements des jours précédents avaient jeté une ombre sur le village, et même si la vie continuait apparemment comme d'habitude, une anxiété sous-jacente était palpable. Les magasins ouvraient à l'heure, les cloches de l'église sonnaient, et les enfants couraient encore à l'école, mais chaque geste était tempéré par une subtile vigilance. Miss Marple, comme toujours, parcourait le village d'un pas calme et déterminé. Elle avait peu commenté la recherche des documents paroissiaux, préférant laisser l'incident s'installer dans l'esprit des villageois. L'observation, elle le savait, était plus révélatrice que des questions posées trop directement. La nature humaine, lorsqu'elle n'est pas soumise à la pression, a tendance à trahir ses propres secrets. Ce matin-là, sa première visite fut au presbytère. Le pasteur la salua avec hésitation, comme s'il hésitait à admettre qu'il ressentait lui aussi la tension ambiante. « Mademoiselle Marple, je ne peux m'empêcher de penser que quelqu'un savait précisément ce qu'il cherchait dans le hall, dit-il. C'était délibéré, méthodique, et pourtant, je n'arrive pas à imaginer qui cela pouvait bien être. » Miss Marple hocha poliment la tête. Ce sont souvent les personnes les plus proches de la scène qui sont oubliées, révérents. La familiarité apporte du réconfort, mais elle peut aussi être source d'opportunités. Elle laissa sa remarque s'attarder, observant la réaction du vicaire. Son regard se porta sur une pile de papier sur le bureau, mais il ne fit aucun commentaire. Cette légère hésitation était un indice en soi, bien que subtil. En quittant le presbytère, Miss Marple se rendit au salon de thé du village, où Madame Hollingsworth disposait soigneusement un étalage de gâteaux et de pâtisseries. Le regard perçant de Miss Marple sous son chapeau remarqua l'attention minutieuse portée à chaque détail, la façon dont les mains de Madame Hollingsworth s'attardaient sur certaines pâtisseries plus que nécessaires. La petite tache de farine qu'elle avait remarquée dans le hall sembla résonner ici, quoique innocemment, et Miss Marple l'arrangea. C'est dans ces divergences mineures qu'elle commença à tendre ses premiers à pièges, subtils. Questions désinvoltes, commentaires indirects et observations minutieusement dosées lui permirent d'évaluer les réactions sans éveiller les soupçons. Elle interrogea Madame Hollingsworth sur les préparatifs de la fête, lui permit de relater les déplacements des villageois pendant l'événement et observa sa manière d'éviter de mentionner certains détails. Des détails que Mademoiselle Marple connaissait déjà pour avoir inspecté la salle. Elle se dirigea ensuite vers la maison des Pettigrew. Gerald, encore visiblement sous le choc des événements, parla nerveusement du jour de la fête.
des préparatifs et de ses désaccords avec M. Leary. Miss Marple écouta, hochant la tête pensivement, mais orienta doucement la conversation vers la porte latérale du hall, celle qui présentait des signes d'effraction. « Et tu n'as vu personne près de cette porte ?» demanda-t-elle avec désinvolture. Gerald hésita, puis secoua la tête. « Non, pas exactement. » « Enfin, j'ai cru voir quelqu'un passer, mais je n'en étais pas sûr. »« dit Miss Marple doucement, comme si elle méditait à voix haute. « Parfois, on remarque ce que les autres ignorent. » Tout au long de la journée, elle poursuivit son observation discrète. Les mouvements des villageois, leurs regards, leurs paroles à demi-voix, tout fut catalogué. L'approfondissement subtil des conversations suscitait souvent plus d'intérêt qu'un interrogatoire direct, et Miss Marple se permit de reconstituer de subtiles incohérences. Le soir, elle rentra chez elle et relut ses notes mentales. Les rayures sur la porte latérale, la tache de farine, les papiers déplacés, et maintenant ces déclarations hésitantes des villageois, dressait un tableau radicalement différent de la théorie actuelle de la police. Clara Benson, pensait-elle, était parfaitement innocente, un bouc émissaire commode dont l'arrestation satisfaisait le désir de résolution du village, mais occultait la vérité. Miss Marple comprenait, comme souvent, que la patience était primordiale. Les soupçons avaient été mis à nu, mais la véritable trame ne se révélerait qu'avec une orchestration minutieuse. Dans les jours à venir, elle comptait observer de plus près, poser des questions plus pointues, toujours avec cette douceur et cette modestie qui berçaient les coupables dans la complaisance. Et quelque part, dans les rues et les cottages familiers de Willowbrook, le véritable coupable se déplaçait avec une confiance tranquille, ignorant que Miss Marple avait déjà commencé à retracer le schéma invisible de leurs actions. Au coin du feu de son salon, aiguilles à tricoter à la main, Miss Marple s'autorisa un léger sourire. La toile était complexe et la proie rusée, mais l'esprit qui comprenait la nature humaine était encore plus perspicace. Elle savait que les secrets de Willowbrook ne resteraient donc pas cachés longtemps. Le lendemain matin, une brume basse planait sur Willowbrook, adoucissant les bordures des chaumières et des haies, tout en baignant le village d'une lumière douce, presque spectrale. L'air était inhabituellement calme, comme si le village lui-même retenait son souffle, anticipant la révélation que personne ne pressentait encore. Miss Marple se leva à son heure habituelle, se versa une tasse de thé et contempla par la fenêtre les ruelles désertes. Le calme matinal était trompeur. Sous lui se cachait une tension aussi palpable que le brouillard qui enveloppait le clocher de l'église. Elle repensa au événement de la fête et à l'intrusion dans la salle, et sut instinctivement que quelque chose de plus se tramait. Ses soupçons furent confirmés cet après-midi-là. Madame Fairchild, la concierge de la salle, se présenta à sa porte, agitée, se tordant les mains nerveusement. « Mademoiselle Marple, c'est encore arrivé !» s'exclama-t-elle. « J'ai trouvé le registre du curé ouvert, des papiers éparpillés, et... oh, je ne sais pas comment expliquer. On dirait que quelqu'un cherchait quelque chose de très particulier. » Miss Marple se leva et suivit Madame Fairchild sans un mot. La scène dans le hall était révélatrice. Des papiers jonchaient le sol, mais rien ne semblait avoir été enlevé. Une fine ligne de poussière sur le rebord de la fenêtre suggérait un contact récent. La porte latérale portait la même éraflure qu'elle avait remarquée précédemment. « Quelqu'un cherche des informations, » dit doucement Miss Marple, « mais il prend soin de laisser le moins de traces possible. Il sait ce qu'il cherche et comment éviter d'être repéré. » Son regard, cependant, s'attarda sur un détail mineur, une allumette à moitié brûlée, jetée près de la cheminée. La marque était subtile, presque invisible, mais significative. Quelqu'un avait fait preuve d'une négligence ou d'une assurance qui en révélait bien plus qu'il ne le souhaitait. Miss Marple rentra chez elle plus tard, le carnet qu'elle gardait en mémoire se remplissant rapidement d'observations.
L'agitation subtile du village ne se limitait plus à de simples ragots. Les murmures étaient désormais porteurs de peur, et même ceux qui avaient jusque-là évité tout soupçon regardaient par-dessus leur épaule. Le soir venu, la nouvelle se répandit que l'arrière-boutique de la salle avait été à nouveau dérangée. Cette fois, de petits objets apparemment sans grande valeur, un vieux trousseau de clés paroissiales, un registre et une boîte de correspondance avaient été déplacés. Miss Marple remarqua immédiatement que ces perturbations suivaient un schéma précis. La même porte grattée, le même chemin tracé dans la poussière. C'était un rythme, presque une signature. Le village bourdonnait de spéculations. Le gendarme et l'inspecteur Davis tentèrent de rassurer les villageois en leur promettant que le coupable serait arrêté. Mais mademoiselle Marple reconnut la subtile fausseté de leur confidence. Il ne s'agissait pas des actes d'un petit malfaiteur, ni d'un habitant impulsif. Ils étaient délibérés, patients et expérimentés. Ses pensées revinrent à Clara Benson, toujours en garde à vue. « Ce n'est pas elle, » murmura Miss Marple. « Elle n'a ni la ruse ni les connaissances nécessaires pour orchestrer de telles intrusions. Son arrestation est opportune, rien de plus. » Miss Marple décida qu'il était temps de parler aux personnes directement impliquées dans la gestion de la salle. Elle rendit visite au vicaire une fois de plus, notant attentivement ses réactions lorsqu'elle évoqua le second incident. « Il ne cherchait pas d'objet de valeur, » dit-elle doucement. « Il cherchait quelque chose d'influent, quelque chose qui pourrait perturber l'équilibre ici à Willowbrook. » Le vicaire pâlit. « Mais qu'est-ce que cela peut bien être ? Quel pouvoir se cache dans ces vieux documents ?» Les yeux de Miss Marple brillèrent faiblement. Le pouvoir ne réside souvent pas dans les documents eux-mêmes, mais dans le savoir qu'ils contiennent. Et la peur d'être exposé, révérend, peut pousser une personne prudente à l'extrême. Son attention fut cependant attirée par un autre indice subtil. Une empreinte de pas, faiblement imprimée dans la poussière près de la porte latérale, à peine discernable sans un examen attentif. Miss Marple mémorisa sa forme et sa direction, sachant que ces détails insignifiants révéleraient bientôt le chemin du véritable coupable. Tandis que les ombres du soir s'allongeaient sur le village, Miss Marple était assise près de son feu, tricotant en silence. Le motif se dessinait maintenant, délicat mais indéniable. Quelqu'un à Willowbrook agissait avec détermination et prudence, manipulant les apparences, détournant les preuves et détournant les soupçons. Et Miss Marple, comme toujours, avait commencé à suivre les fils invisibles qui mèneraient au cœur de la vérité. L'aube du lendemain à Willowbrook apportait une fraîcheur vive, même si l'air semblait inhabituellement chargé d'impatience. Les villageois avançaient avec une certaine hésitation, jetant des coups d'œil par-dessus leur épaule, comme si le silence des rues pouvait trahir des secrets cachés à la vue de tous. Le village était devenu un théâtre silencieux propice à l'observation attentive et aux intentions cachées, et Miss Marple était pleinement consciente de son rôle à la fois de spectateur et de détective. Elle commença sa matinée par une visite à la salle des fêtes. La seconde perturbation avait laissé une tension persistante, et elle souhaitait examiner la scène elle-même, loin des distractions des spéculations et des ragots. La salle était silencieuse, la lumière du soleil filtrant doucement à travers les hautes fenêtres, projetant de longues ombres sur le parquet. L'œil perçant de Miss Marple remarqua immédiatement les détails infimes que d'autres avaient négligés. La légère éraflure d'une chaussure dans la poussière près de la porte latérale, la façon dont les papiers avaient été empilés au hasard, puis partiellement réorganisés, et la légère trace d'encre qui suggérait que quelqu'un avait manipulé les documents avec précipitation. « L'intrus connaît le couloir comme sa poche, » murmura-t-elle. « Il en connaît les rouages, les recoins et les plus petites ouvertures. » Pendant qu'elle inspectait, Madame Fairchild rôdait nerveusement à proximité. « Mademoiselle Marple, c'est épouvantable, n'est-ce pas ? Je ne comprends pas pourquoi quelqu'un serait aussi audacieux ou aussi prudent. L'audace et la prudence vont souvent de pair.
répondit doucement Miss Marple. L'homme prudent est souvent le plus audacieux, Madame Fairchild, car il connaît les conséquences de chaque action délibérée. En fin de matinée, elle décida de rendre discrètement visite à Madame Hollingsworth au salon de thé. Là encore, elle remarqua des détails insignifiants, mais révélateurs. Une tache de farine sur le coin d'un comptoir, une légère traînée de poudre sur le parquet, et la disposition étrange de certains objets suggérant une manipulation récente. Miss Marple laissa son regard vagabonder lentement, absorbant l'information tout en conservant une apparence d'inquiétude désinvolte. « Quel dommage, Miss Marple !» dit Madame Hollingsworth en jouant avec le bord de son tablier. « Et la pauvre Clara !»« Tout ça pour rien, semble-t-il, mais il ne faut pas se précipiter pour juger, n'est-ce pas ?» Miss Marple hocha la tête, son attention attirée par une lettre partiellement pliée laissée sur une table. Son enveloppe portait une infime trace d'empreinte digitale, à peine discernable, mais pour Miss Marple, hautement suggestive. Elle gardait ce détail en mémoire, sachant qu'une petite empreinte pourrait plus tard révéler bien plus qu'un long témoignage. L'après-midi fut marqué par une nouvelle visite, cette fois chez les Pettigrew. Gerald, toujours inquiet des précédents désaccords entre sa mère et M. Leary, raconta avec hésitation les disputes mineures et les griefs personnels dont il avait été témoin au village. Miss Marple écouta avec patience, posant des questions subtiles destinées non pas à alarmer, mais à susciter des révélations involontaires. « Et pendant la fête, demanda-t-elle nonchalamment, avez-vous remarqué si quelqu'un s'attardait plus longtemps que d'habitude près des rafraîchissements? Peut-être quelqu'un qui semblait trop intéressé par les arrangements. » Gerald hésita, puis répondit « Eh bien, maintenant que vous le dites, le neveu de M. Hollingsworth semblait inhabituellement curieux, même si je n'y ai pas beaucoup prêté attention à l'époque. » Miss Marple nota mentalement cette observation, la classant parmi ses indices précédents. Les rayures sur la porte latérale, les traces de farine, les papiers déchirés et la faible empreinte digitale. Chacun, pris isolément, pouvait paraître insignifiant, mais ensemble, ils formaient un délicat réseau de suspicions. Le soir, alors que le village s'installait dans un calme inquiétant, Miss Marple rentra chez elle. Assise près du feu, son tricot à la main, elle passa en revue les découvertes de la journée. Le portrait du coupable se précisait, méticuleux, patient, familier du village et sachant jouer sur les apparences. Clara Benson, le bouc. Émissaire arrêté, n'avait aucun lien avec ces intrusions subtiles et calculées. Miss Marple réfléchissait à la nature humaine, aux schémas comportementaux qu'elle avait observés au fil des décennies. Elle comprenait qu'un mobile soigneusement dissimulé se révélait souvent à travers de petites incohérences, des actions répétées et des traces involontaires. Son esprit retraçait minutieusement chaque fil conducteur, les reliant pour former une carte des méthodes et des intentions du véritable coupable. Et bien que Willowbrook eût l'air serein, le village lui-même semblait vibrer d'une tension sourde, comme s'il reconnaissait que ses secrets les plus profonds étaient sur le point d'être dévoilés. Miss Marple, tricotant avec assiduité, s'autorisa un petit sourire entendu. Le web était presque terminé, et bientôt elle serait prête à révéler la vérité. Le soleil matinal de Willowbrook baignait doucement la place du village, bien que sa chaleur ne parvint guère à apaiser la tension persistante. Même les oiseaux semblaient plus silencieux que d'habitude, leurs chants atténués comme s'ils reconnaissaient l'ombre projetée par les récents événements. Miss Marple, assise dans son petit salon, son panier à tricot sur les genoux, observait la scène depuis sa fenêtre avec une attention soutenue. Au cours des derniers jours, elle avait rassemblé des bribes d'informations, de petites observations, de vagues traces, des déclarations nerveuses de villageois, et maintenant, dans le calme de sa maison, elle commençait à les reconstituer. Chaque indice était un point d'une tapisserie soigneusement tissée, révélant des schémas que d'autres, distraits par les spéculations et la peur, ne remarquaient pas. Les griffures sur la porte latérale de la salle des fêtes, les légères traces de farine, les papiers dérangés, les lettres à moitié pliées,
les aveux hésitants de Gerald Pettigrew. Tout indiquait quelqu'un à la fois intimement familier de Willowbrook et habile à manipuler les apparences. Clara Benson, le bouc émissaire arrêté, ne correspondait à aucun de ces schémas. Sa jeunesse, son inexpérience et son tempérament l'empêchaient d'orchestrer des actes aussi prudents et délibérés. Miss Marple réfléchit à la motivation. Qu'est-ce qui a poussé quelqu'un à agir avec autant de minutie? La réponse, soupçonna-t-elle, résidait dans un mélange d'opportunité et de peur d'être exposée. Willowbrook recelait des secrets, de vieilles rancœurs, des rivalités cachées et des ambitions discrètes, qui, s'ils étaient révélés, pourraient perturber le fragile ordre social. Quelqu'un, comprit-elle, avait agi pour se protéger ou pour en tirer profit, usant de subtiles manipulations pour détourner l'attention de sa propre implication. En milieu de matinée, elle décida de commencer une série de petits tests, chacun visant à observer les réactions et à recueillir des informations supplémentaires sans éveiller les soupçons. Elle commença par des appels informels aux villageois, posant des questions avec cette douceur et cette gentillesse qui avaient longtemps désarmé les méfiants comme les coupables. Chez les Pettigrew, elle s'enquit nonchalamment de la porte latérale du hall, ce qui releva le souvenir de plusieurs villageois ce jour-là. Elle observa ses réponses, notant non seulement ses paroles, mais aussi ses hésitations et ses regards qui trahissaient plus que les mots ne pouvaient le dire. Plus tard, elle rendit visite à Madame Hollingsworth au salon de thé. Sous prétexte de s'inquiéter du sort de Clara Benson, elle évoqua les troubles dans le hall et posa des questions anodines sur la disposition des objets, la disposition des rafraîchissements et les allées et venues pendant la fête. Tandis que Madame Hollingsworth parlait, le regard de Mademoiselle Marple observait les subtils changements de posture, les légers tressaillements de malaise, la façon dont ses doigts s'attardaient nerveusement sur le bord du comptoir. Chaque mouvement, aussi léger soit-il, ajoutait un fil à la toile qu'elle tissait. Dans l'après-midi, Miss Marple commençait à voir clairement les liens. Les intrusions dans la salle n'étaient pas des actes de malveillance ou de vol aléatoire. Elles étaient délibérées, dirigées et guidées par une connaissance intime du village et de ses habitudes. Quelqu'un avait un objectif précis, et cet objectif était étroitement lié à la mort de M. Leary. De retour chez elle ce soir-là, elle s'assit près du feu, ses aiguilles à tricoter s'agitant presque distraitement, tandis que son esprit retraçait le réseau de relations, de griefs et d'opportunités. Elle examina les différentes personnalités de Willowbrook, les rivalités subtiles, les ambitions discrètes, les jalousies soigneusement dissimulées sous des conversations polies. Le schéma devenait évident. Le véritable coupable était quelqu'un capable d'agir discrètement, de manipuler les apparences et d'exploiter la confiance des autres. Miss Marple s'autorisa un petit sourire satisfait. Les fils s'alignaient, la toile presque complète. Avec de la patience, de l'observation et de douces incitations, elle parviendrait bientôt à démasquer le coupable, à le voir se révéler à travers ses actes et ses paroles. Dehors, le village s'installait dans un silence pesant, les rues encore désertes, à l'exception de quelques passants prudents. Willowbrook semblait calme, mais sous la surface, la tension montait comme un ressort. Miss Marple, tricotant près du feu, ressentait ce frisson d'anticipation familier. Le piège se formait. Bientôt, la vérité éclaterait au grand jour, et les observations attentives et patientes d'une vieille fille tranquille du village démêleraient le tissu de tromperie qui se cachait à la vue de tous. Et quand ce moment viendrait, la justice, subtile, précise et silencieusement inévitable, suivrait la lumière matinale de Willowbrook filtrée doucement à travers les arbres, projetant une lueur sereine sur les rues du village. Pourtant, sous cette tranquillité, Miss Marple avançait avec une détermination tranquille. Les fils d'observation qu'elle avait tissés ces derniers jours étaient prêts à être mis à l'épreuve, et elle comptait bien laisser le coupable se révéler à travers ses propres actions.
Son premier arrêt fut la salle des fêtes, apparemment pour vérifier les préparatifs de la prochaine réunion paroissiale. Elle se déplaçait avec une prudence discrète, inspectant les recoins, notant les traces subtiles et reconstituant mentalement les chemins de ceux qui étaient entrés récemment. Elle s'attarda près de la porte latérale, celle qui portait la légère égratignure, et observa la lumière qui éclairait le plancher, imaginant les mouvements d'un intrus prudent. De retour chez elle, Miss Marple élabora un plan bienveillant. Elle créerait des situations suscitant de petites réactions révélatrices chez le coupable, des situations exigeant attention aux détails, observation des autres ou manipulation des apparences. Ces moments permettraient au véritable coupable de se dévoiler, tout en préservant le calme apparent exigé par le village. Sa première réaction fut d'engager une discussion informelle avec Madame Hollingsworth au sujet de Clara Benson, la bouc émissaire arrêtée pour la mort de M. Leary. « C'est curieux, n'est-ce pas ?» dit-elle d'un ton léger, la rapidité avec laquelle certaines personnes sont soupçonnées, tandis que d'autres, peut-être animées de motivations plus fortes, passent inaperçues. Les mains de Madame Hollingsworth tremblaient légèrement tandis qu'elle disposait les pâtisseries. « Je suppose que oui, » répondit-elle d'une voix faible, presque tremblante. « Mais la police serait sûrement plus avisée. » Miss Marple sourit, laissant planer sa phrase. « Parfois, ce ne sont pas les policiers, mais ceux qui observent le plus attentivement, qui voient ce que les autres ignorent. » Elle rendit ensuite visite au Pettigrew et s'adressa à Gerald avec intérêt pour l'organisation de la fête. « Avez-vous remarqué, » demanda-t-elle doucement, « si quelqu'un s'attardait près de la salle d'une manière qui semblait délibérée, pas seulement curieuse, mais intentionnelle. » Gerald hésita, se remémorant des moments qu'il avait auparavant ignorés. « Eh bien, oui, » dit-il lentement. Le neveu de M. Hollingsworth semblait examiner les choses attentivement, presque comme s'il savait ce qu'il cherchait. L'esprit de Miss Marple catalogua l'observation, l'ajoutant à la mosaïque grandissante de preuves subtiles. Elle n'insista pas davantage, laissant l'information en suspens jusqu'à ce que les circonstances révèlent naturellement les intentions du suspect. Dans l'après-midi, elle retourna à la salle des fêtes, sous prétexte de s'assurer du bon rangement des documents paroissiaux. Elle disposa certains objets avec soin, des papiers légèrement de travers, un registre entrouvert et une boîte de correspondance placée à un endroit facilement observable sans être immédiatement touchée. Chaque disposition était calculée pour susciter une réaction, pour inciter le coupable à se révéler par sa manipulation habituelle et minutieuse. Miss Marple observait les allées et venues des villageois avec une attention particulière. Certains s'approchaient nonchalamment, d'autres avec une nervosité visible. Elle ne s'autorisait que des regards subtils, cataloguant chaque mouvement, chaque hésitation, chaque regard qui s'attardait trop sur certains objets. Le soir, elle rentra chez elle, satisfaite que son piège ait été tendu. Les pièces du puzzle étaient en place, la toile soigneusement tissée pour inciter le coupable à agir. Assise près du feu, elle repensait aux motifs qu'elle avait observés, les traces de farine, les rayures sur la porte latérale, les papiers déplacés, la faible empreinte digitale, et maintenant les intrusions répétées et subtiles dans le hall. Chaque indice désignait quelqu'un de méthodique, de patient et de familier du village et de ses habitudes. Miss Marple s'autorisa un sourire entendu et discret. Willowbrook paraissait calme, mais sous ses façades polies, la tension était palpable, prête à éclater. Bientôt, les fils de la tromperie se dénoueraient, et le véritable coupable, agissant par impulsion, tomberait dans le piège si délicatement tendu par Miss Marple. Elle retourna à son tricot, le rythme apaisant et pourtant apaisant de son esprit. Les secrets du village étaient sur le point d'être révélés, et lorsqu'ils le seraient, Miss Marple serait prête à les découvrir clairement. Le village de Willowbrook était paisible sous une douce matinée grise, ce calme qui ne laissait présager rien, et pourtant contenait tout. Miss Marple, comme toujours, avançait avec calme et sérénité,
même si son esprit était alerte, attentif au moindre mouvement ou faux pas. Le piège qu'elle avait tendu à la salle des fêtes avait été soigneusement posé, et elle attendait maintenant avec patience, sachant que la nature humaine résiste rarement longtemps à ses propres impulsions. En fin de matinée, les premiers signes apparurent. Madame Hollingsworth entra dans le salon de thé plus tôt que d'habitude, soi-disant pour préparer des viennoiseries pour la réunion paroissiale. Ses mouvements étaient vifs, ses gestes précis, mais mademoiselle Marple remarqua de légères incohérences. Un regard vers le hall, une hésitation à manipuler le comptoir, et une légère tache sur sa manche qui reflétait les traces de farine observées quelques jours auparavant. Miss Marple observait en silence, sirotant son thé et laissant sa présence discrète. Les mouvements de madame Hollingsworth étaient délibérés mais anxieux, une nervosité subtile trahissant quelqu'un peu habitué à être observé discrètement. Plus tard, elle se rendit à la salle des fêtes sous prétexte de vérifier les préparatifs. La pièce était vide. Pourtant Miss Marple remarqua d'infimes perturbations. Des papiers légèrement réorganisés, un registre ouvert à un endroit qu'elle avait déjà ajusté, et le grattement familier sur la porte latérale rafraîchie, comme s'il avait été utilisé récemment. Ces petits signes confirmèrent ses soupçons. Le coupable était revenu, attiré par la disposition des objets qu'elle avait délibérément laissés pour le tenter. Cet après-midi-là, elle retourna chez les Pettigrew pour consulter Gerald. Elle s'enquit nonchalamment des événements de la journée, laissant la conversation dériver vers des détails mineurs concernant le hall et la disposition des objets. Gerald, désireux d'aider et ignorant le piège en cours, mentionna avoir remarqué madame Hollingsworth quitter le hall précipitamment un peu plus tôt, l'air troublé et distraite. L'esprit de Miss Marple enregistrait tout cela en silence. Chaque regard nerveux, chaque geste brusque constituait un fil conducteur qui tissait l'image du véritable coupable. Clara Benson, comme elle le soupçonnait depuis longtemps, n'avait rien à voir avec ces troubles. La personne qui agissait maintenant se déplaçait avec familiarité et détermination, testant les limites fixées par Miss Marple. Le soir, l'atmosphère à Willowbrook était devenue tendue. Les villageois le ressentaient, sans pouvoir le nommer. Un léger malaise, la sensation que des yeux cachés les observaient, que des secrets pouvaient être dévoilés. Miss Marple elle-même se prépara à la phase suivante, sachant que la nervosité qu'elle avait observée conduirait inévitablement à une erreur révélatrice. À la tombée de la nuit, elle retourna à la salle des fêtes une dernière fois pour la journée. Elle ajusta certains papiers, laissa un registre légèrement ouvert, et veilla à ce que la légère odeur d'encre fraîche persiste là où elle pouvait être remarquée. Chaque ajustement était intentionnel, destiné à provoquer une réaction chez quelqu'un poussé par la peur d'être exposé. Il faisait presque nuit lorsqu'elle aperçut le mouvement qu'elle avait anticipé. Du coin de l'œil, elle aperçut la silhouette hésitante de madame Hollingsworth sur le seuil, jetant un rapide coup d'œil dans le couloir vide avant de s'avancer. Ses gestes étaient là prudents, mais teintés d'anxiété, chaque mouvement trahissant la conscience d'être observée, même si elle ignorait qui. Miss Marple resta immobile, tricotant en silence, laissant la scène se dérouler. Le piège, tendu avec patience et précision, fonctionnait. Le coupable, guidé par ses propres impulsions et ses peurs, se révélait non par des paroles, mais par des actes. Et dans cette salle silencieuse et immobile, Miss Marple savait que le moment d'affronter la vérité arriverait bientôt. Willowbrook, extérieurement serein, était désormais plein de tension, et les dernières pièces du puzzle se mettaient en place. La soirée à Willowbrook était inhabituellement calme, d'un silence qui serrait les oreilles et rendait chaque petit bruit étrangement audible. Miss Marple, assise dans son salon, le feu projetant de douces ombres, ressentait la tension qui régnait dans le village avec autant d'intensité que si c'était un être vivant. Le piège qu'elle avait tendu dans le hall fonctionnait. Le malaise du coupable était devenu presque palpable. Elle avait observé madame Hollingsworth, ou plutôt les mouvements et les réactions du coupable pendant plusieurs jours.
Désormais, chaque petit geste, chaque regard hésitant, formait un schéma que Miss Marple pouvait déchiffrer avec précision. Elle n'avait plus aucun doute quant à l'identité de celui qui avait orchestré les troubles, manipulé les preuves et cherché à rejeter la faute sur un bouc émissaire innocent. En milieu de matinée, Miss Marple retourna à la salle des fêtes, soi-disant pour vérifier les préparatifs d'une prochaine réunion paroissiale. Elle se déplaçait avec précaution, notant les moindres détails, l'inclinaison d'une chaise, la fine trace de farine sur une table et le grincement familier de la porte latérale. Puis, avec une délicate précision, elle laissa certains papiers légèrement décalés, sachant que le coupable serait tenté de les corriger. Plus tard, dans le salon de thé, elle engagea une conversation informelle avec Madame Hollingsworth. « C'est vraiment dommage que Clara soit accusée à tort, » dit-elle d'un ton léger. « On espère que la vérité éclatera bientôt, même si parfois il faut un peu d'encouragement. » Les mains de Madame Hollingsworth s'immobilisèrent en plein mouvement, une légère rougeur lui colorant les joues. « Je ne comprends pas, Miss Marple, » balbutia-t-elle. « Vous n'avez rien à craindre si tout est clair, » répondit Miss Marple d'un ton doux mais ferme. Et pourtant, on oublie parfois que d'autres remarquent ce qui paraît insignifiant. Tout au long de l'après-midi, Miss Marple observa Madame Hollingsworth de manière indirecte, guettant les plus petites réactions, le moindre signe que ces subtiles provocations suscitaient anxiété ou précipitation. Elle remarqua que le moindre réarrangement de papier dans le hall plus tôt n'était pas passé inaperçu. Quelqu'un les avait déplacés, prudemment mais précipitamment, trahissant un besoin de dissimuler ses propres actions. À la tombée de la nuit, Miss Marple rentra chez elle, certaine que la toile qu'elle avait soigneusement tissée avait piégé le véritable coupable. Les fils de la tromperie et de la dissimulation commençaient à se défaire, et la façade soignée de politesse et de bienséance laissait apparaître des fissures. Elle réfléchissait au schéma de la nature humaine qu'elle observait depuis des décennies. Le coupable, même sous la plus légère pression, se révèle non par des mots, mais par des actions instinctives et des impulsions nerveuses. Et maintenant, il ne restait plus qu'à laisser le dénouement se produire, à faire sortir le coupable de sa torpeur et à le guider doucement vers une situation où la vérité ne pourrait plus être éludée. Le village de Willowbrook, d'apparence sereine sous la douce lumière du soir, dissimulait des tensions aussi complexes qu'une dentelle. Miss Marple, tricotant tranquillement près du feu, souriait faiblement. Elle savait que dès le lendemain, les dernières pièces du puzzle se mettraient en place et que l'équilibre délicat entre secret et révélation pencherait résolument en faveur de la justice. Car à Willowbrook, aucune tromperie, aussi soigneusement dissimulée soit-elle, ne pouvait résister à l'observation patiente de Miss Jane Marple. Le village de Willowbrook était inhabituellement calme ce matin-là, la brume matinale persistant dans les ruelles étroites et par-dessus les haies. Miss Marple, comme toujours, se déplaçait avec douceur et détermination, son panier à tricot à la main, son œil perçant capturant les moindres détails, le léger frottement des pas, le regard inquiet d'un passant, les subtiles variations de lumière éclairant les portes familières. Son attention, cependant, était focalisée sur une seule personne, Madame Hollingsworth. Les troubles dans le hall, la manipulation minutieuse des preuves et les mouvements nerveux observés ces derniers jours la désignaient sans équivoque. Miss Marple savait que la patience et le soin avec lesquels elle avait tendu son piège avaient placé les coupables dans une situation où leurs propres habitudes et leurs peurs les trahiraient. Elle arriva à la salle sous prétexte de vérifier les préparatifs de la prochaine réunion du village, portant une petite pile de papiers. Elle les disposa délibérément, certains légèrement de travers, un registre entr'ouvert, des boîtes de correspondance à des endroits stratégiques. Chaque disposition était conçue pour inciter le coupable à se révéler. Peu après, Madame Hollingsworth apparut, apparemment pour ranger le hall. Elle s'arrêta sur le seuil, parcourant nerveusement la pièce du regard. Puis, presque imperceptiblement, elle se dirigea vers les papiers que Mademoiselle Marple avait rangés. Ses mains planèrent sur le registre,
hésitant, puis l'ajustèrent avec un soin méticuleux, redressant les bords comme pour effacer les traces de sa précédente manipulation. Miss Marple observait tranquillement depuis sa chaise, ses aiguilles à tricoter s'agitant en rythme, comme si les événements qui se déroulaient n'étaient qu'un arrière-plan de sa matinée. Chaque geste de Madame Hollingsworth, le battement de ses yeux, le rangement minutieux de ses papiers, le léger pincement de ses lèvres, confirmaient ses soupçons. Finalement, Miss Marple prit la parole, d'une voix douce mais posée. « C'est curieux, n'est-ce pas, que certaines personnes ne puissent s'empêcher d'adapter les choses à leur goût, même en sachant que d'autres pourraient les observer ?» Madame Hollingsworth sursauta et jeta un coup d'œil vers la chaise où mademoiselle Marple était assise. Son sang-froid vacilla, ses mains tremblaient légèrement. « Je ne comprends pas, » balbutia-t-elle. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. « Oh, je crois que oui, ma chère. Voyez-vous, quand quelqu'un agit avec attention et détermination, même le plus petit geste peut le trahir. Les rayures sur la porte latérale, les traces de farine, les papiers déplacés, tout cela raconte une histoire. Et j'ai observé attentivement. » Les épaules de Madame Hollingsworth s'affaissèrent et un léger soupir s'échappa de ses lèvres. Le masque prudent de bienséance se fissura, révélant une culpabilité nerveuse sous-jacente. Ce n'était pas censé se passer comme ça, murmura-t-elle. Je ne voulais pas, je voulais juste me protéger. Miss Marple hocha doucement la tête. Je comprends. Et maintenant, il faut raconter l'histoire. Voyez-vous, ce ne sont pas seulement les actions qui révèlent la vérité, mais aussi le schéma qu'elles créent. Willowbrook est petit, et les secrets restent rarement cachés longtemps. Les aveux furent d'abord hésitants, puis plus réguliers, Madame Hollingsworth reconnaissant avoir orchestré les troubles dans la salle, manipulé des preuves et tenté de détourner les soupçons vers Clara Benson. Ses motivations, ancrées dans la crainte d'être exposée concernant ses transactions financières et personnelles avec M. Leary, furent mises au jour. Miss Marple écoutait en silence, sans jamais interrompre, laissant la culpabilité et la peur se dissiper naturellement. Une fois le récit terminé, elle reprit la parole, doucement, avec l'autorité sereine qui l'avait guidée tout au long du récit. C'est fait, et Willowbrook peut maintenant retrouver son ordre normal. La justice n'est pas toujours bruyante ni théâtrale, mais elle est précise et inévitable. Dehors, le village demeurait serein, inconscient de la révélation qui s'était produite discrètement dans la salle. Miss Marple, tricotant avec assiduité, s'autorisa un léger sourire satisfait. Les fils de la tromperie avaient été démêlés, le coupable identifié, et le rythme paisible de la nature humaine avait fait le reste. Willowbrook serait à nouveau calme, mais la leçon persistait. Les apparences peuvent être trompeuses, mais une observation attentive et une compréhension de la nature humaine révélaient la vérité, même dans les villages les plus doux et les plus modestes. Le lendemain de la confession de Madame Hollingsworth, Willowbrook se réveilla sous un ciel clair et vif. La verdure du village scintillait de rosée, et le léger parfum des feuilles d'automne se mêlait à l'arôme terreux des jardins fraîchement labourés. La vie, apparemment sereine, reprenait doucement son cours normal, même si les échos des événements récents persistaient dans les recoins tranquilles et les conversations feutrées. Miss Marple se leva comme à son habitude, remarquant les subtils changements d'atmosphère dans le village. Les villageois passaient avec des sourires prudents, le pas plus léger qu'auparavant, même si certains regards s'attardaient encore sur la salle, où justice avait été rendue en silence. Elle prépara son thé du matin et s'installa près de la fenêtre, tricotant avec assiduité, son esprit retraçant les détails complexes de l'affaire qu'elle avait démêlée. En milieu de matinée, elle se rendit à la salle des fêtes, où un petit rassemblement s'était formé pour les affaires de la paroisse. L'inspecteur Davis et le gendarme local étaient en présence, leur visage exprimant un mélange de soulagement et de gêne, car leur première certitude concernant Clara Benson s'était avérée fausse.
Le véritable coupable avait été révélé, non par une accusation hâtive, mais par une observation attentive, un raisonnement patient et une orchestration subtile qui avaient permis à la nature humaine elle-même de révéler la vérité. Miss Marple s'adressa à l'assemblée d'un ton calme et mesuré. Les événements de la fête et les troubles qui suivirent dans la salle n'étaient non pas des actes de malveillance fortuite, expliqua-t-elle. Il s'agissait de tentatives délibérées et calculées pour dissimuler les motivations et manipuler les apparences. Le véritable coupable, familier de la salle et de ses habitudes, a agi par peur et par intérêt personnel. C'est en observant les schémas, en remarquant les petites incohérences et en comprenant la nature humaine que la vérité a été révélée. Elle raconta les détails mineurs qui avaient été oubliés, les taches de farine, le grattement sur la porte latérale, les papiers déplacés et les réactions subtiles des villageois face à des situations soigneusement préparées. Chaque petit indice, bien qu'apparemment insignifiant en soi, formait un réseau de preuves qui menait inexorablement à Madame Hollingsworth. L'inspecteur hocha la tête d'un air pensif, reconnaissant la précision des déductions de mademoiselle Marple. Il est remarquable de voir comment de si petites observations peuvent révéler toute l'histoire, dit-il. Vous avez accompli ce que notre enquête n'avait pas pu accomplir. Madame Hollingsworth, assise silencieusement au bord de l'assemblée, baissa les yeux, une légère teinte de honte et de soulagement se dessinant sur ses joues. Justice avait été rendue, et le village pouvait désormais respirer librement, même si l'expérience laisserait des traces subtiles qui persisteraient. Miss Marple réfléchissait à la psychologie de Willowbrook. Les ambitions modestes, les rivalités discrètes, et la politesse prudente qui masquait la faiblesse et la peur humaine. Ce sont ces traits, omniprésents dans la vie du village, qui lui avaient permis de reconstituer la séquence des événements et de rétablir l'équilibre. Le soir, le village retrouva son rythme habituel. On servit le thé, on entretint les jardins, et les conversations reprirent leur douce harmonie. Clara Benson, disculpée, reçut les excuses et la sympathie discrète de ses voisins. Les Pettigrew et les autres villageois poursuivirent leur routine, tempérés par la conscience que les apparences peuvent être trompeuses et que la vérité, bien que souvent cachée, finit par se révéler. Miss Marple, assise près du feu avec son tricot, s'accordait un moment de calme et de satisfaction. Le village était calme, la justice avait été rétablie et l'équilibre fragile de l'ordre social de Willowbrook avait été préservé. Et tandis que les dernières ombres du jour s'allongeaient sur les cottages et les ruelles, elle réfléchissait une fois de plus à la leçon durable qu'elle avait observée d'innombrables fois. La nature humaine, lorsqu'on l'observe avec patience et compréhension, dit toujours la vérité, même lorsque les mots ne le font pas. Willowbrook, serein et ordonné à nouveau, poursuivrait sa douce harmonie. Pourtant, sous ces dehors polis, ses habitants portaient en eux une conscience nouvelle des subtilités qui pouvaient dissimuler gentillesse et malice. Et Miss Marple, toujours aussi discrète et observatrice, resterait prête à remarquer ce que les autres oubliaient, à démêler les fils du comportement humain et à veiller à ce que la vérité, aussi subtile soit-elle, triomphe toujours.